Introduction. La plupart des gens vivent aveuglément dans un monde d'apparence. Ils croient ce qu'on leur dit, tombent dans des pièges émotionnels et confondent de fausses intentions avec l'authenticité. Ils ne se rendent pas compte qu'ils sont constamment manipulés, influencés et, dans le pire des cas, utilisés. Mais savez-vous ce qui distingue ceux qui dominent la vie de ceux qui sont dominés? Leur capacité à lire et à comprendre les gens instantanément. Car même si quelqu'un peut mentir avec ses mots, son corps, son ton de voix et ses micro-expressions le trahissent. Peu importe la qualité de sa performance, il y aura toujours quelque chose qui révélera sa véritable nature. Et si vous êtes assez perspicace, vous apprendrez à voir ce que les autres ne voient pas. Vous comprendrez ce qu'ils ressentent vraiment, même lorsqu'ils essaient. Ce n'est pas seulement une compétence utile, c'est un outil de survie. Si vous ne pouvez pas lire les gens, vous finirez par tomber dans leur jeu, à réagir impulsivement et à commettre des erreurs qui vous coûteront cher. Mais si vous apprenez à observer, à interpréter et à agir intelligemment, vous aurez un avantage sur 99%. Aujourd'hui, je vais vous donner les outils pour développer cette compétence. Je vais vous montrer comment déchiffrer les véritables intentions de quelqu'un, détecter les manipulations et projeter de la confiance dans n'importe quelle situation. Il ne s'agit pas de lire dans les pensées, il s'agit de lire la réalité avec clarté. Alors, faites attention, car ce que vous allez apprendre aujourd'hui peut complètement changer la façon dont vous interagissez avec le monde. Action 1. Apprendre à reconnaître les émotions déguisées. Les gens mentent, tout le temps, pas seulement avec des mots, mais aussi avec des expressions, des gestes, des silences et des changements subtils dans leur ton de voix. Nous vivons dans un monde où la majorité cache ce qu'elle ressent vraiment, que ce soit par peur, honte ou commodité. Certains le font parce qu'ils ne veulent pas se montrer vulnérables, d'autres parce qu'ils cherchent à manipuler, et quelques-uns parce qu'ils ne sont même pas conscients de ce qu'ils font. Mais si tu apprends à voir au-delà des apparences, si tu entraînes ta capacité à détecter les émotions déguisées, tu vas développer un énorme avantage sur les autres. Parce que pendant que les autres tombent dans des pièges émotionnels, tu liras la vérité qui se cache derrière chaque regard, chaque sourire forcé, chaque mot soigneusement choisi pour tromper. Et voici la clé. Les émotions réelles laissent toujours une trace. Tu peux déguiser une émotion, mais tu ne peux pas la faire disparaître complètement. Si quelqu'un dit qu'il va bien mais que sa bouche est tendue, sa mâchoire serrée et son regard évite le tien, il ne va pas bien. Si quelqu'un assure qu'il est calme, mais que sa respiration est irrégulière, ses mains tremblent et sa voix se brise au moment clé, il retient quelque chose. Les émotions déguisées sont comme un feu couvert par une couverture. Aussi fort qu'ils essaient de les cacher, les cendres, la fumée et la chaleur continueront à s'échapper. Et le problème est que la plupart des gens sont si distraits, si pris dans leur propre monde, qu'ils ne se rendent pas compte de ce qui se passe réellement devant leurs yeux. C'est ainsi qu'ils finissent entourés de personnes fausses, tombant dans des relations toxiques et faisant confiance à ceux qui ne le méritent pas. Mais tu ne peux pas te permettre cela. Si tu veux vraiment comprendre les gens, tu dois t'entraîner à lire ce qui n'est pas dit. Tu dois observer au-delà de la surface et capter les petits détails qui trahissent quelqu'un. Et ce n'est pas une question d'intuition, de magie ou d'un sixième sens. C'est simplement de l'attention et de l'observation. Quand tu parles à quelqu'un, fais attention à la congruence entre ses mots et ses gestes. Dit-il qu'il est heureux, mais ses lèvres se courbent à peine et son rire sonne vide? Il n'est pas heureux. Te dit-il qu'il ne se soucie pas de quelque chose, mais son corps est rigide et sa respiration s'accélère? Il ment. Te dit-il que tout va bien, mais ses épaules sont tombantes et son ton de voix est plat? Il est épuisé émotionnellement. Le langage corporel ne ment pas. Le problème est que la plupart des gens ne prennent pas le temps de voir ces détails. Et si tu ne les vois pas, tu deviens vulnérable. Tu deviens le genre de personne qui croit en de jolis mots et en des promesses vides. Celui qui est surpris quand quelqu'un le trahit. Celui qui se laisse tromper par des discours bien répétés. Mais si tu développes la capacité de voir la vérité derrière les mots, tu ne seras jamais trompé. Entraîne ta perception.
N'écoute pas seulement ce que les gens disent, observe comment ils le disent. Regarde les changements sur leur visage, les poses inconfortables, la tension dans leur mâchoire, la façon dont leurs mains bougent quand ils parlent. Quand quelqu'un ment ou cache quelque chose, son corps le trahit. Cela ne signifie pas que tu dois devenir paranoïaque, ni que tu dois remettre tout le monde en question. Cela signifie que tu dois être conscient de la réalité. Les gens cachent des choses, et si tu n'apprends pas à le voir, tôt ou tard, tu paieras le prix. Alors à partir de maintenant, arrête de prendre tout au pied de la lettre. Ouvre les yeux, fais attention, regarde au-delà de l'évidence. Parce que ceux qui développent cette compétence non seulement évitent d'être trompés, mais commencent aussi à voir le monde tel qu'il est. Et quand tu vois la vérité, tu prends de meilleures décisions. Parce que celui qui sait lire les émotions déguisées sait exactement à qui il a affaire. Action 2. Observez comment leurs réactions changent sous pression. Le véritable caractère d'une personne ne se voit pas quand tout est calme, mais quand la pression commence à étouffer. N'importe qui peut trouver sécurité, stabilité et même gentillesse lorsque les circonstances lui sont favorables. Mais dès que le stress apparaît, les masques se fissurent et la vérité s'infiltre par les fissures. Sous pression, les gens perdent le contrôle de leurs réponses répétées et montrent leur véritable essence. Ils s'agitent, hésitent, balbutient ou explosent. Certains s'accrochent à des excuses, d'autres déchargent leur frustration sur les autres, tandis que certains s'effondrent à la première difficulté. Lorsque l'environnement n'est plus favorable, chaque personne réagit en fonction de ce qu'elle est vraiment. La plus grande erreur est de juger les autres sur la façon dont ils agissent dans leurs meilleurs jours. Les gens confondent la courtoisie avec la bonté, le calme avec la force, la confiance avec la stabilité émotionnelle. Mais rien de tout cela n'est réel jusqu'à ce que la pression les mette à l'épreuve. Lorsqu'une personne qui se vante de patience s'irrite pour le moindre désagrément, elle démontre que sa patience n'a jamais été authentique. Elle était simplement dans une situation confortable. Lorsqu'une personne qui semble sûre d'elle commence à transpirer, à éviter le contact visuel et à perdre de l'assurance dans sa voix, il est évident que sa confiance était un masque. Lorsqu'une personne qui feint la générosité devient indifférente quand vous ne lui êtes plus utile, elle révèle sa véritable nature. Les réactions sous pression sont la façon la plus précise d'identifier l'authenticité de quelqu'un. La tension est une loupe qui expose chaque faiblesse cachée, chaque mensonge déguisé en vertu. Dans ces moments, il n'y a pas de temps pour agir, seulement pour réagir. Et c'est là que la vérité se montre sans filtre. La maîtrise de cette observation ne consiste pas à provoquer du stress chez les autres, mais à apprendre à détecter comment ils se comportent lorsque la vie le fait pour vous. En temps de crise, certains s'élèvent et d'autres s'enfoncent. Certains s'adaptent et d'autres s'effondrent. Certains assument leurs responsabilités et d'autres cherchent des coupables. La façon dont quelqu'un gère ses erreurs est le reflet de sa maturité. Ceux qui assument la responsabilité et cherchent à apprendre grandissent à chaque faux pas, tandis que ceux qui s'excusent et blâment les autres continuent à répéter les mêmes échecs. La frustration fait de certains de meilleurs stratèges et d'autres des versions pathétiques d'eux-mêmes. Les crises révèlent le véritable niveau de maîtrise de soi. Il y a ceux qui font face aux problèmes avec une clarté mentale et ceux qui perdent les pédales face à la moindre difficulté. Il y a ceux qui maintiennent le respect envers les autres, quelle que soit la pression. Et il y a ceux qui ont besoin de décharger leur frustration sur les autres pour se sentir mieux. Le véritable respect ne se démontre pas en temps de paix, mais dans les moments de plus grande tension. Il y a ceux qui prétendent être gentils quand tout va bien, mais qui laissent sortir leur véritable arrogance quand ils sont frustrés. Il y a ceux qui sont généreux quand ils ont de quoi, mais qui deviennent égoïstes dès qu'ils sentent qu'ils peuvent perdre quelque chose. La façon dont quelqu'un gère la confrontation expose également sa force ou sa fragilité. Certains sont capables d'écouter, d'analyser et de répondre intelligemment.
D'autres deviennent agressifs, se mettent sur la défensive ou recourent à des attaques personnelles pour couvrir leurs faiblesses. Observer ces détails permet de savoir qui mérite confiance et qui ne fait que jouer un rôle. La plupart des gens n'évaluent les autres que dans des situations confortables, sans se rendre compte que la seule chose qui compte est la façon dont ils agissent lorsque tout se complique. Le véritable caractère se forge dans l'adversité. Ceux qui s'effondrent sous la pression n'ont jamais été forts, ils étaient simplement à l'aise. Ceux qui perdent leur calme à chaque défi ne sont pas stables, ils n'ont simplement jamais été mis à l'épreuve. La vie, à un moment donné, expose tout le monde. Le temps est le meilleur juge et les circonstances difficiles sont le seul examen que personne ne peut truquer. Lorsque la pression arrive, chacun montre ce qu'il est vraiment. Ceux qui comprennent cela ne se laisseront jamais tromper. Ceux qui ne le comprennent pas finissent entourés de personnes qui ne sont pas ce qu'elles prétendent être. Action 3. Capter les changements subtils dans son expression faciale. Le visage d'une personne est un livre ouvert pour celui qui sait le lire. La plupart croient pouvoir cacher ce qu'ils ressentent avec des mots bien choisis et un ton de voix contrôlé. Mais le visage laisse toujours échapper la vérité. Chaque petite contraction musculaire, chaque léger changement de regard, chaque geste éphémère est un indice sur ce qui se passe réellement à l'intérieur. Le problème est que presque personne ne prête attention. Les gens écoutent ce qu'on leur dit, mais ils n'observent pas comment on le leur dit. Ils ignorent les détails qui révèlent l'inconfort, la peur, le mépris ou l'intérêt véritable. Et c'est là qu'ils deviennent vulnérables. Le visage humain est incapable de cacher complètement les émotions car elles se produisent à un niveau instinctif. Lorsqu'une personne ressent de la colère, de la frustration, de la surprise ou de l'insécurité, son cerveau le traite en millisecondes, et avant qu'elle puisse le contrôler, son visage l'a déjà reflété. On appelle cela des micro-expressions. Les micro-expressions sont des réponses automatiques et involontaires qui durent des fractions de secondes, trop rapides pour être falsifiées. Même si quelqu'un essaie de cacher sa réaction, même s'il sait mentir avec des mots, son visage montrera toujours l'émotion réelle avant qu'il puisse la réprimer. Un léger froncement de sourcils avant de répondre calmement indique de la colère ou de l'agacement réprimé. Un bref soulèvement d'un sourcil alors que quelqu'un prétend être d'accord est un signe de scepticisme ou d'incrédulité. Un sourire qui apparaît et disparaît trop rapidement n'est pas un sourire authentique, mais une réponse mécanique sans émotion réelle. Un regard qui se retient un instant avant de s'adoucir indique que la personne a ressenti de la colère, mais l'a cachée. Ces détails se produisent en moins d'une seconde, mais ils sont incontrôlables. Le visage agit avant que l'esprit ait le temps de dissimuler. Ceux qui maîtrisent la lecture des expressions faciales ont un énorme avantage sur les autres. Ils peuvent détecter les mensonges, identifier les émotions cachées et lire la véritable intention d'une personne sans avoir à lui poser de questions. Alors que les autres se contentent de ce qui est dit, ils voient ce qui est réellement ressenti. Apprendre à lire ces changements subtils nécessite de la pratique. Il ne s'agit pas d'analyser chaque petit mouvement d'un visage, mais de développer une observation aiguisée et rapide. Les personnes qui sont trop évidentes dans leur analyse deviennent mal à l'aise, mais celles qui savent le faire naturellement parviennent à extraire des informations sans que personne ne le remarque. Les yeux sont un autre outil de lecture infaillible. Un regard qui dévie au moment précis où quelqu'un répond à une question est un signe d'évasion. Un clignement des yeux plus lent que la normale peut indiquer que quelqu'un est en train de préparer un mensonge avant de le dire. Une dilatation soudaine des pupilles peut signifier de l'intérêt ou de l'excitation, tandis qu'un durcissement de l'expression peut révéler une émotion négative réprimée. Le secret pour capter ces détails n'est pas de se concentrer trop sur une seule expression, mais sur l'ensemble du comportement. Une personne peut détourner le regard pour de nombreuses raisons. Mais si elle le fait juste après qu'on lui a posé une question inconfortable et qu'en plus elle croise les bras et que son ton de voix devient plus sec, alors il y a quelque chose qu'elle ne veut pas révéler. La clé
est de combiner l'observation du visage avec le langage corporel et le ton de voix. Quelqu'un peut dire qu'il n'est pas contrarié, mais si sa mâchoire est tendue et que ses lèvres sont serrées avec force, la vérité est autre. Il peut affirmer qu'il n'a pas peur, mais si sa peau pâlit légèrement et que ses narines se dilatent, son corps a déjà donné la véritable réponse. Les personnes qui ignorent ces signaux deviennent des cibles faciles. Ils font confiance à n'importe qui, croient aux discours bien répétés et finissent entourés de fausseté. Mais ceux qui apprennent à voir au-delà de la surface peuvent comprendre ce qui se passe réellement, même quand personne ne le dit à haute voix. Action 4. Évalue comment il traite les autres. Le véritable caractère d'une personne ne se mesure pas à la façon dont elle te traite, mais à la façon dont elle traite ceux dont elle n'a besoin de rien. N'importe qui peut feindre la courtoisie lorsqu'il obtient un avantage, mais dès qu'il n'y a rien à gagner, l'essence réelle se manifeste. Quelqu'un qui est gentil seulement avec des personnes influentes ou avec celles qui lui sont utiles n'est pas gentil, il est opportuniste. La courtoisie et le respect qu'il montre en surface ne sont qu'une stratégie pour manipuler l'environnement à son avantage. Mais il suffit d'observer comment il interagit avec les autres lorsqu'il n'y a pas de pression sociale pour que tout soit mis en évidence. La façon dont une personne traite les serveurs, les employés, les inconnus ou ceux qui ne peuvent pas se défendre est une fenêtre directe sur sa véritable nature. Si quelqu'un se sent le droit d'humilier, de minimiser ou d'ignorer les autres simplement parce qu'ils sont dans une position de moindre pouvoir, c'est parce qu'au fond, il a toujours été ainsi. La seule différence est que, lorsqu'il est avec toi, il a encore des raisons de se retenir. Ce type de personnes sont dangereuses car elles jouent un double jeu. Elles sont charmantes avec ceux qui peuvent leur offrir quelque chose, mais froides ou cruelles avec ceux qu'elles considèrent comme inférieurs. Aujourd'hui, elles peuvent te traiter bien, mais le jour où tu ne leur seras plus utile, elles te regarderont avec la même indifférence avec laquelle elles regardent ceux qu'elles méprisent maintenant. Observer ces signes permet de détecter à temps les personnes égoïstes, arrogantes ou hypocrites. Peu importe à quel point tu traites bien quelqu'un aujourd'hui, si son traitement envers les autres est impitoyable, ce n'est qu'une question de temps avant que tu te retrouves au même endroit. Mais cette observation ne révèle pas seulement le négatif, elle permet également d'identifier ceux qui sont authentiques dans leur respect et leurs valeurs. Les personnes vraiment intègres ne font pas de distinction entre quelqu'un d'influent et quelqu'un d'inconnu. Leur caractère est le même dans toutes les situations. Les leaders naturels n'humilient pas ceux qui sont en dessous d'eux, ils les inspirent. La véritable force ne se montre pas en s'imposant sur les autres, mais en les élevant sans craindre qu'ils grandissent. Seuls les insécurisés ont besoin de faire sentir les autres petits pour se sentir grands. La façon dont quelqu'un traite son environnement révèle également son niveau de contrôle émotionnel. Les impulsifs se déchargent sur quiconque est à proximité lorsqu'ils sont frustrés. Les arrogants méprisent ceux qu'ils considèrent comme faibles et les manipulateurs ajustent leur attitude en fonction de qui les observe. Rien de tout cela n'arrive par accident. Chaque mot, chaque geste, chaque réaction est une décision. Il n'y a pas d'excuse. Si quelqu'un traite mal les autres de manière récurrente, c'est parce que c'est sa véritable essence. Celui qui comprend ce principe cesse d'être naïf. Il ne tombe plus dans le piège de croire qu'une personne est bonne simplement parce qu'elle le traite bien. Il apprend à lire le panorama complet et ce faisant, se protège des tromperies inutiles. La vie est trop courte pour s'entourer de ceux qui ne valorisent les gens qu'en fonction de ce qu'ils peuvent obtenir d'eux. Observer comment quelqu'un traite les autres permet d'anticiper avec précision quel type de personne il est et s'il vaut la peine de le garder près de soi. Action 5. Utiliser l'effet miroir. Les gens ont confiance en ceux qui leur ressemblent. C'est un principe psychologique simple mais puissant. Lorsqu'une personne perçoit que sa façon de parler, son langage corporel ou son énergie sont reflétés dans une autre personne, elle ressent une connexion instantanée, même sans s'en rendre compte. C'est ce qu'on appelle l'effet miroir, et le maîtriser vous donne la capacité d'influencer les interactions sans effort. La plupart des gens le font de manière inconsciente.
Des amis qui ont passé des années ensemble finissent par adopter des expressions similaires. Les couples qui se comprennent parfaitement synchronisent leurs gestes et leur ton de voix sans le planifier. Le cerveau humain associe la similitude à la confiance. Mais la différence entre ceux qui utilisent ce principe naturellement et ceux qui le maîtrisent consciemment est abyssale. Celui qui comprend l'effet miroir peut générer de l'empathie avec n'importe qui, briser les barrières sociales et faire en sorte que les gens se sentent à l'aise sans qu'ils soupçonnent qu'ils sont influencés. Le reflet subtil du langage corporel est la façon la plus efficace d'appliquer cette technique. Lorsqu'une personne croise les bras, incline la tête ou change de posture, imiter ce mouvement naturellement crée un sentiment de connexion immédiate. Mais la clé est de le faire subtilement. Copier de manière évidente semble forcé et provoque le rejet. Cela doit être quelque chose de progressif, naturel, comme si le rythme de la conversation vous guidait. Le ton de la voix et le rythme de la parole jouent également un rôle crucial. Si quelqu'un parle vite et avec énergie, répondre avec la même intensité maintient le flux naturel de la conversation. Si quelqu'un utilise un ton posé et réfléchi, répondre de la même manière renforce le sentiment de compréhension mutuelle. Ce principe est particulièrement utile dans les négociations, les entretiens ou toute situation où la confiance est clé. Lorsqu'une personne sent qu'elle parle à quelqu'un qui la comprend, elle baisse la garde, se détend et est plus susceptible d'être ouverte et honnête. Mais l'effet miroir ne concerne pas seulement la synchronisation du langage corporel et de la voix. Il implique également de comprendre l'état émotionnel de l'autre personne et de le refléter intelligemment. Si quelqu'un est frustré, répondre calmement plutôt qu'agressivement aide à équilibrer l'interaction. Si quelqu'un est excité, répondre avec enthousiasme renforce la connexion. Il ne s'agit pas de manipuler, mais de comprendre et de s'adapter. L'erreur de beaucoup de gens est d'imposer leur propre rythme et énergie sans tenir compte de l'état mental de l'autre. Cela crée des barrières inutiles. Celui qui maîtrise l'effet miroir s'adapte, coule et fait en sorte que toute conversation se sente naturelle et confortable. Pour appliquer cette technique efficacement, il est important de développer l'observation. Prêtez attention à la posture de l'autre personne, à son ton de voix, à son niveau d'énergie. Si quelqu'un est détendu et parle lentement, imitez ce rythme pour créer une atmosphère de confiance. Si quelqu'un est enthousiaste et énergique, reflétez son énergie pour maintenir le dynamisme de la conversation. Il est également utile de pratiquer avec de petites interactions quotidiennes. Dans les conversations de tous les jours, remarquez comment les gens réagissent lorsque vous reflétez inconsciemment leur langage corporel. Avec le temps, cette compétence devient naturelle et cesse de se sentir comme un effort conscient. Ceux qui ne comprennent pas ce principe ont tendance à créer de la résistance sans s'en rendre compte. Ce sont ceux qui parlent trop vite à quelqu'un qui a besoin de temps pour traiter l'information. Ce sont ceux qui maintiennent une posture fermée lorsque l'autre personne cherche l'ouverture. Ce sont ceux qui forcent une attitude dominante lorsque la situation exige de la patience. La déconnexion se produit lorsque l'on ignore l'accord de l'autre. L'effet miroir n'est pas seulement une technique, mais un outil pour améliorer la qualité de toute interaction. Le comprendre et l'appliquer intelligemment permet de créer des liens plus solides, de faciliter les accords et de faire en sorte que la communication coule naturellement. Savoir se connecter avec les autres à ce niveau n'est pas un tour de passe-passe social. C'est un avantage qui se reflète dans tous les domaines de la vie. Action 6. Découvrez quand quelqu'un agit ou est authentique. Les gens peuvent mentir avec des mots, ils peuvent déguiser leurs intentions avec des gestes répétés et ils peuvent projeter une image qui n'a rien à voir avec ce qu'ils sont vraiment. Mais la vérité, tôt ou tard, se fait toujours jour. Apprendre à distinguer entre quelqu'un d'authentique et quelqu'un qui joue simplement un rôle est l'une des compétences les plus importantes pour éviter les tromperies, les manipulations et les déceptions. Les signes sont partout, mais la plupart des gens ne les voient pas. Non pas parce qu'ils sont difficiles à détecter,
mais parce que les gens choisissent de croire ce qui leur convient. Beaucoup préfèrent accepter un mensonge confortable plutôt que de faire face à une vérité inconfortable. Mais ceux qui veulent vraiment comprendre les autres doivent s'entraîner à voir au-delà des apparences. Une personne authentique est cohérente dans sa façon d'agir. Son langage corporel, ses mots et ses émotions sont alignés. Elle n'a pas besoin d'exagérer ou de forcer des réactions. Elle ne cherche pas à impressionner quelqu'un parce que ce qu'elle montre est réel. En revanche, celui qui joue un rôle tombe souvent dans des contradictions. Il dit une chose, mais son corps en exprime une autre. Il sourit, mais ses yeux reflètent une tension. Il parle avec assurance, mais ses gestes révèlent un malaise. Ses histoires changent en fonction de l'audience. Son comportement varie en fonction de qui l'observe. Les imposteurs exagèrent, ils feignent l'intérêt, forcent les émotions et surjouent pour faire une impression spécifique. Un rire trop fort, une réaction trop enthousiaste ou un geste de tristesse qui semble calculé sont des signes que quelque chose ne va pas. Celui qui joue un rôle s'efforce trop parce qu'il sait que ce qu'il projette n'est pas naturel. Un autre signe révélateur est l'incohérence dans le temps. Quelqu'un d'authentique n'a pas besoin de se rappeler quelle version de lui-même il a montré hier. Sa façon d'être est la même dans tous les contextes. En revanche, quelqu'un qui feint doit ajuster son histoire constamment. Un jour, il est gentil et attentionné. Un autre jour, il est froid et distant. Sa personnalité change en fonction de ce qui lui convient à ce moment-là. Les personnes authentiques ne cherchent pas désespérément l'approbation. Ils n'ont pas besoin de validation constante ni de s'efforcer de s'intégrer à tout prix. Ils parlent avec honnêteté, même si cela signifie mettre les autres mal à l'aise. Ils ne modifient pas leur discours pour plaire. Leur identité ne dépend pas de l'opinion des autres. Les faux, en revanche, se façonnent en fonction de la situation. Ils disent ce qu'ils pensent que les autres veulent entendre, changent leur position en fonction du public et ajustent leur moralité en fonction de la commodité. Ils sont experts pour dire la bonne chose, mais leur comportement ne finit jamais par correspondre. Le langage corporel est un autre indicateur. Lorsqu'une personne est authentique, son expression et sa posture sont naturelles. Soyez à l'aise dans votre propre peau. D'un autre côté, celui qui feint a tendance à montrer des signes de tension. Il rit à des moments étranges, évite le contact visuel dans des situations inconfortables ou gesticule plus que nécessaire pour compenser son insécurité. Il ne s'agit pas de juger tout le monde avec paranoïa, mais d'apprendre à remarquer ces modèles. La vie est pleine de personnes qui ne montrent qu'une façade. Ceux qui font confiance aveuglément à n'importe qui finissent par être entourés de fausseté. La clé est d'observer avec patience. Ne vous laissez pas impressionner par ce que quelqu'un dit en un jour, mais par ce qu'il démontre avec le temps. La vérité apparaît toujours dans les petits détails. Une réaction déplacée, une attitude forcée, une histoire qui ne correspond pas. Détecter qui est réel et qui joue simplement un rôle est un avantage que peu de gens ont. Celui qui développe cette compétence ne sera jamais facilement trompé. Action 7. Maîtriser l'art de lire entre les lignes. La plupart des gens écoutent ce qui est dit en surface, mais ne prêtent pas attention à ce qui est réellement communiqué. Les mots peuvent être soigneusement choisis pour dissimuler des intentions, mais il y a toujours quelque chose de plus profond derrière eux. Celui qui n'apprend pas à lire entre les lignes reste vulnérable face aux manipulateurs, aux tromperies et aux demi-vérités. Tout le monde ne dit pas ce qu'il pense vraiment. Beaucoup cachent leurs véritables intentions derrière des phrases ambiguës, des compliments empoisonnés ou des excuses conçues pour dissimuler la réalité. Mais les mots laissent toujours des traces. Dans la façon dont quelqu'un parle, dans ce qu'il omet, dans sa réaction à certains sujets, c'est là que se trouve la vérité que la plupart ne voient pas. Lire entre les lignes ne signifie pas interpréter ce que vous voulez croire, mais analyser avec précision ce que quelqu'un transmet réellement. Ne vous contentez pas des mots, prêtez attention à l'intention derrière eux. Les personnes qui maîtrisent cet art
prêtent attention aux pauses, aux changements de ton de voix, à la manière dont quelqu'un évite certains sujets ou répond par des phrases génériques quand il devrait être direct. Ce qui n'est pas dit est souvent plus important que ce qui est dit. Quand quelqu'un change soudainement de sujet, c'est parce qu'il y a quelque chose qu'il ne veut pas discuter. Quand il donne des réponses vagues ou peu engageantes, c'est parce qu'il veut éviter une vérité inconfortable. Quand il utilise des mots compliqués et ornés, il essaie souvent de dissimuler un mensonge. Les réponses trop parfaites sont souvent un signe que quelque chose est caché. Apprendre à lire entre les lignes est un avantage dans tous les domaines de la vie. Des conversations décontractées aux négociations importantes, comprendre ce qui est réellement communiqué vous permet de prendre de meilleures décisions et de ne pas tomber dans des pièges émotionnels. Mais il ne s'agit pas seulement de détecter les mensonges ou les tromperies, mais aussi de comprendre ce dont les autres ont réellement besoin. Beaucoup de personnes ont du mal à exprimer ce qu'elles ressentent ou ce qu'elles veulent, mais leurs mots, leurs gestes et leur silence le rendent clair. Quelqu'un peut dire qu'il va bien quand son ton de voix et son langage corporel indiquent le contraire. Il peut nier qu'il est dérangé par quelque chose, mais sa façon d'agir reflète son inconfort. Celui qui maîtrise cette compétence ne se laisse pas emporter par l'émotion du moment. Il écoute attentivement, observe avec patience et analyse avant de réagir. Il ne se laisse pas tromper par de belles paroles, ni manipuler par des discours calculés. Il comprend que la véritable communication ne réside pas dans ce qui est dit ouvertement, mais dans ce qui est caché derrière. Pour développer cette capacité, il faut prêter attention à 3 éléments clés. Le langage non verbal, la façon dont quelqu'un bouge, maintient sa posture et change ses expressions en dit plus que n'importe quel discours. Si les mots disent une chose, mais que le corps en dit une autre, le corps a toujours raison. Le ton de la voix et les pauses, les gens ont tendance à hésiter ou à éviter certains mots quand ils ne veulent pas révéler quelque chose. Un ton trop contrôlé sur un sujet sensible peut indiquer que quelqu'un a répété sa réponse. Les incohérences dans le message, si une histoire change avec le temps, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne correspond pas. Quand quelqu'un parle avec trop de détails inutiles, il essaie souvent de renforcer un mensonge. Ceux qui ne savent pas lire entre les lignes sont facilement trompés. Ils restent avec la version superficielle des faits, croient en des discours bien structurés sans analyser le fond et font confiance à ceux qui savent manipuler avec des mots. Mais ceux qui prêtent attention aux détails, ceux qui analysent ce qui est réellement communiqué, sont ceux qui voient toujours la vérité avant les autres. Il ne s'agit pas de se méfier de tout le monde, mais d'apprendre à voir la réalité telle qu'elle est. Celui qui écoute intelligemment, celui qui analyse au-delà de l'évident, celui qui comprend ce qui se passe réellement, aura toujours l'avantage. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien ». L'attachement émotionnel est une prison déguisée en amour. Il n'a pas de barreaux, mais il enferme ton esprit. Il n'a pas de gardien, mais il te surveille avec l'anxiété de perdre ce que tu crois avoir besoin. Tu l'appelles affection, tu l'appelles union, mais en réalité, c'est une chaîne invisible qui te vole la tranquillité, qui te rend esclave des regards, des réponses et des silences que tu ne contrôles pas. Et tant que tu continues à vivre ainsi, ta liberté ne t'appartient pas, ta valeur dépend des autres, et ta paix devient une monnaie d'échange. Cette vidéo ne cherche pas à adoucir la vérité ni à l'édulcorer. Elle cherche à se confronter à ce que tu ne veux peut-être pas entendre. Tu dépends trop, et tant que tu dépends, tu seras faible. Les stoïciens le savaient bien. La force intérieure ne se construit pas dans les étreintes qui partent, ni dans l'approbation qui se perd, mais dans la capacité de te gouverner toi-même, de résister, de choisir fermement ce qui mérite d'entrer dans ton monde intérieur et ce qui ne le mérite pas. Aujourd'hui, tu n'entendras pas de conseils creux. Tu entendras des raisons stoïciennes, applicables à ta vie réelle, qui te forceront à lâcher les dépendances, à arrêter d'attendre que les autres comblent tes vides, et à transformer chaque coup en le feu
qui forge ton caractère. Reste jusqu'à la fin, parce que si tu veux vraiment être libre, tu as besoin de briser ces chaînes maintenant. 1. Brise l'attachement émotionnel avant qu'il ne te vole ta liberté. Un bateau ne coule pas à cause de l'eau qui l'entoure, il coule à cause de l'eau qu'il laisse entrer. C'est ainsi que fonctionne l'attachement émotionnel. Tu le laisses entrer petit à petit, tu le normalises, tu le justifies, jusqu'à ce qu'il envahisse ton intérieur sans que tu t'en rendes compte et te tire vers le fond. Tu penses que c'est de l'amour, tu penses que c'est de l'engagement, mais ce que tu as vraiment laissé entrer est une dépendance déguisée. Et quand l'attachement prend le contrôle, la liberté devient un souvenir lointain, car ton calme ne dépend plus de toi, mais de ce que quelqu'un d'autre fait ou ne fait pas. L'attachement émotionnel est ce piège qui vole ta force sans que tu t'en rendes compte. Il commence par de petits détails, par le besoin d'un message, d'une réponse, d'une présence constante. Il se nourrit de ta peur de perdre, de ton désir d'être approuvé, de ton incapacité à être avec toi-même sans chercher une validation externe. Et le danger est que plus tu le nourris, plus tu deviens faible. Ton humeur ne dépend plus de ta discipline ou de ton but, mais de l'attention que quelqu'un te porte. Ce n'est ni de l'amour ni de la compagnie, c'est de l'esclavage déguisé en affection. Les stoïciens savaient que la plus grande liberté n'est pas conquise à l'extérieur, mais à l'intérieur. Épictète répétait que ce n'est pas ce qui se passe qui te vole ta paix, mais ce que tu décides de penser de ce qui se passe. Quand tu t'accroches à quelqu'un au point de perdre ton indépendance émotionnelle, tu renonces à ton plus grand pouvoir, choisir ton interprétation et ta réaction. Tu laisses quelqu'un d'autre tenir les rênes de ta vie, et ainsi, tu abandonnes ton propre gouvernement intérieur. Rompre l'attachement émotionnel ne signifie pas arrêter d'aimer, cela signifie arrêter de dépendre. C'est apprendre à partager par choix et non par nécessité. C'est comprendre que tu peux profondément apprécier quelqu'un, mais ne jamais mettre ta paix en otage de ses décisions. C'est regarder le lien sans chaîne, sans exiger que l'autre comble tes vides, parce que tu as déjà appris à te soutenir toi-même. C'est la différence entre un amour conscient et un attachement destructeur. Se libérer de l'attachement nécessite du courage, car c'est affronter l'inconfort d'être seul, d'écouter ton propre silence, de reconnaître les fissures internes que tu as toujours essayé de combler avec de la compagnie. Mais c'est là que réside le véritable pouvoir. Quand tu apprends à être avec toi sans ressentir de vide, quand tu arrêtes de mesurer ta valeur par l'attention des autres, tu découvres que tu n'as pas besoin de mendier ce qui a toujours été en toi. Et alors tu te rends compte que l'attachement n'a jamais été de l'amour, c'était de la peur. Peur d'être avec toi, peur de ne pas être suffisant, peur de perdre ce qui n'a jamais été à toi pour commencer. La force intérieure se construit chaque fois que tu choisis de ne pas dépendre. Chaque fois que tu décides que ta journée ne s'effondre pas parce que quelqu'un ne t'a pas écrit. Chaque fois que tu choisis de marcher fermement sans chercher l'approbation. Chaque fois que tu comprends que ta liberté intérieure est trop précieuse pour être mise entre les mains de n'importe qui. C'est la voie stoïcienne, te gouverner toi-même avant que quelqu'un d'autre ne le fasse. Rompre l'attachement émotionnel n'est pas un acte de froideur, c'est un acte de dignité. C'est le premier pas pour vivre avec authenticité, pour marcher la tête haute et avec la certitude que ta paix n'a pas de prix. Et quand tu y arrives, personne ne peut te voler ce qui est le plus sacré, ta liberté. 2. Fais de ton autosuffisance un bouclier impénétrable. La personne qui n'apprend pas à se soutenir elle-même devient l'otage de chaque regard, de chaque geste ou de chaque mot qui vient de l'extérieur. Elle vit coincée dans des montagnes russes émotionnelles où sa valeur dépend des autres. Aujourd'hui, elle se sent grande parce que quelqu'un l'approuve, demain, elle s'effondre parce que cette même personne l'ignore. Cette fragilité constante détruit la paix intérieure et transforme la vie en une attente éternelle de validation. Celui qui ne construit pas l'autosuffisance est condamné à vivre à la merci des autres.
L'autosuffisance est ce bouclier invisible qui te protège des coups extérieurs. Cela ne signifie pas la dureté ou la froideur, mais la fermeté. C'est avoir des racines profondes qui résistent à la tempête. C'est garder le contrôle sur ta dignité, peu importe ce qui se passe à l'extérieur. Les stoïciens ont compris que la plus grande force ne se trouve pas entre les mains de quelqu'un d'autre, mais dans la capacité de se gouverner soi-même. Épictète disait que personne ne peut te faire esclave si tu ne livres pas tes pensées. Et c'est cela, l'autosuffisance, ne pas mettre ta valeur entre les mains d'autrui. Celui qui vit en dépendant de l'attention des autres finit par accepter des relations vides, des liens toxiques et des promesses qui ne valent rien, simplement par peur d'être seul. Cette dépendance est celle qui use et qui fait perdre le sens de la vie. En revanche, l'autosuffisance t'apprend à choisir en toute liberté et non par nécessité. Elle te permet de dire non sans culpabilité, de poser des limites sans peur et de marcher en toute confiance, même quand il n'y a personne à tes côtés. Cela ne t'isole pas, au contraire, cela te donne la capacité de partager sans chaîne et d'aimer sans te perdre. Construire l'autosuffisance nécessite une discipline quotidienne. Il ne s'agit pas de répéter de jolies phrases, mais de former l'esprit à ne pas réagir comme un mendiant d'affection. Cela signifie profiter de ta propre compagnie, investir du temps dans ce qui te renforce, vivre avec un but même si personne ne l'applaudit. Chaque fois que tu choisis de ne pas dépendre d'une réponse immédiate, chaque fois que tu gardes ton calme lorsque tu ne reçois pas d'approbation, tu renforces ce bouclier. Pas à pas, tu apprends à te donner à toi-même ce que tu attendais des autres. L'autosuffisance te libère également de la manipulation. Celui qui remarque ton besoin peut l'utiliser comme une arme. Il te récompense avec de l'affection quand tu cèdes et te la retire quand tu ne réponds pas à ses attentes. C'est la forme la plus courante de contrôle émotionnel. Mais si ta paix ne dépend pas de ces miettes, si tu es capable de te soutenir par ta propre force, alors personne ne peut t'utiliser ni te soumettre. Le respect surgit lorsque tu n'as plus besoin de supplier quoi que ce soit. Le bouclier de l'autosuffisance ne se brise pas parce qu'il n'est pas fait d'illusions, mais de clarté. Clarté que ta valeur ne change pas, même si les autres ne la voient pas. Que ta vie continue, même si personne ne la célèbre. Que ton but ne s'arrête pas, même si personne ne le reconnaît. Cette conviction silencieuse est celle qui rend ta présence solide. Et ce n'est pas un chemin facile, car il exige de la patience et de renoncer à l'habitude de chercher une gratification immédiate. Mais en retour, il te donne un pouvoir que personne ne peut te prendre. L'autosuffisance est aussi un filtre. Elle te montre qui est avec toi pour ce que tu es et qui l'est seulement parce qu'il peut profiter de tes manques. Lorsque tu n'as plus besoin que personne ne te complète, tu peux voir clairement qui apporte réellement et qui ne fait que soustraire. Cela te permet de mieux choisir tes relations, de construire des liens authentiques et de garder ton énergie loin de ceux qui cherchent à la drainer. Un cœur autosuffisant ne se ferme pas, il se renforce pour ne pas accepter moins. 3. Contrôle l'histoire que tu te racontes avant qu'elle ne te détruise. Un même fait peut être un coup dévastateur ou une opportunité de croissance, tout dépend du récit que tu te construis. L'esprit humain fonctionne comme un narrateur infatigable qui ne cesse d'inventer des explications, de justifier des actions ou d'imaginer des conséquences. Cette voix intérieure peut devenir ton allié ou ton pire bourreau. Et quand tu ne la contrôles pas, elle fabrique des histoires qui t'enchaînent à la douleur, qui exagèrent les pertes et qui déforment la réalité jusqu'à la transformer en un ennemi. La souffrance ne provient pas toujours de ce qui se passe, mais de ce que tu te dis à toi-même sur ce qui se passe. Les stoïciens le savaient bien. Marc Aurèle a écrit que « si tu souffres à l'extérieur, ne laisse pas cela te blesser à l'intérieur ». Ce qu'il voulait dire, c'est que les événements extérieurs sont neutres, mais ton interprétation peut ruiner ta vie. Si une relation se termine, ton esprit peut le transformer en la fin du monde, en une confirmation que tu ne vaux rien ou en une excuse pour te noyer. Mais cela peut aussi être vu comme la libération d'un poids,
comme un espace pour grandir ou comme une preuve de ta résistance. Ce ne sont pas les faits qui définissent ta vie, c'est le récit que tu choisis d'accepter. Quand tu laisses ton histoire intérieure devenir un poison, tu finis par revivre encore et encore les mêmes douleurs. Tu reproduis des souvenirs, tu inventes des dialogues, tu imagines des scénarios qui ne se sont jamais produits et ainsi tu prolonges une souffrance qui aurait pu se terminer bien plus tôt. L'attachement émotionnel se renforce dans ces histoires. Chaque fois que tu répètes mentalement que sans cette personne tu ne peux pas continuer, chaque fois que tu interprètes son absence comme un rejet absolu, tu donnes du pouvoir à une fiction que tu es en train de créer. Contrôler l'histoire ne signifie pas nier la réalité, cela signifie l'ajuster à la vérité. Une rupture fait mal, oui, mais cela ne signifie pas que tu ne vaux rien. Un échec pèse, oui, mais cela ne signifie pas que tu es destiné à perdre. La différence est de reconnaître ce qui s'est passé sans ajouter un scénario tragique qui n'existe pas au-delà de ton esprit. Le stoïcisme enseigne à regarder les faits tels qu'ils sont, sans fioriture et sans drame. Et quand tu le fais, la douleur se réduit à ce qu'elle est, une expérience ponctuelle, pas une condamnation éternelle. La pratique quotidienne consiste à t'arrêter chaque fois que ton esprit invente une histoire destructrice. Demande-toi, est-ce que ce que je pense est un fait ou une interprétation? Est-ce que je me dis la vérité ou est-ce que j'exagère ce qui s'est passé? Ce simple acte de questionner ton récit est le début du contrôle. Quand tu réussis à le faire de manière constante, ton esprit cesse d'être un tyran et devient un instrument de clarté. Tu dois aussi comprendre que l'esprit cherchera toujours la sortie la plus facile, se victimiser. C'est le récit le plus confortable, car il t'excuse d'agir. Tout va mal pour moi, personne ne me comprend, peu importe ce que je fais, j'échoue toujours. Ces phrases sont des histoires qui te plongent, mais qui te libèrent aussi de la responsabilité de changer. Contrôler ton récit signifie renoncer à ce rôle de victime et assumer celui de protagoniste. Et cela fait mal, parce que cela implique d'accepter que souvent, ce n'était pas la vie qui t'arrêtait, mais toi-même. Le pouvoir de maîtriser ton récit est qu'il transforme ta relation avec l'adversité. Ce que tu voyais auparavant comme un châtiment, tu commences à le voir comme un entraînement. Ce que tu appelais auparavant une perte, tu l'interprètes comme un espace pour grandir. Ce que tu appelais auparavant un échec, tu le reconnais comme une expérience. Et dans cette transformation, tu découvres qu'aucune histoire ne peut te détruire, si tu décides de l'écrire avec dignité. Maîtriser ton récit intérieur, c'est maîtriser ton destin. 4. Protège ta liberté intérieure, ne la mets pas entre les mains d'autrui. La cage la plus dangereuse n'est pas celle qui a des barreaux de fer, mais celle que tu ne vois pas, celle que tu construis toi-même en donnant ta liberté à ce que les autres pensent, disent ou font. Il y a ceux qui semblent marcher libres, mais à l'intérieur, ils vivent emprisonnés. Ils n'osent pas décider sans consulter, ils n'osent pas parler sans approbation, ils n'osent pas bouger sans la certitude qu'ils seront acceptés. Ce type de vie est une condamnation invisible qui étouffe la volonté et tue la dignité. La liberté intérieure est le terrain le plus sacré que tu peux posséder. Il ne s'agit pas de faire ce que tu veux à tout moment, mais d'être le maître de ton esprit, de tes émotions et de ta réaction face à ce que la vie présente. Tant que tu cèdes ce pouvoir, tu ne seras jamais vraiment libre. Et le pire, c'est que beaucoup cèdent cette liberté sans s'en rendre compte. Ils la mettent entre les mains d'un partenaire, d'une famille, d'un groupe social, voire de l'opinion anonyme sur les réseaux. Ils vivent en mesurant chaque pas selon le regard des autres, sacrifiant la paix pour un peu d'approbation. Le stoïcisme enseigne que la vraie liberté commence à l'intérieur. Personne ne peut te contrôler si tu décides que ton monde intérieur n'est pas à vendre. Marc Aurèle le répétait dans ses méditations, l'homme peut tout perdre, sauf la capacité de choisir comment répondre. C'est l'essence de la liberté intérieure. Tu ne contrôles pas le monde, mais tu contrôles ton esprit. Tu ne peux pas décider de ce qu'on dit de toi, mais tu peux décider de ta réaction à cela. Tu ne peux pas empêcher qu'on t'attaque, mais tu peux choisir de ne pas donner ta tranquillité à l'agresseur.
Protéger ta liberté intérieure, c'est élever un bouclier contre la manipulation émotionnelle. Quand tu dépends de la validation des autres, tu deviens vulnérable à ce qu'ils jouent avec tes émotions. Ils te récompensent par de l'attention quand tu te conformes et te la retirent quand tu ne le fais pas. C'est un jeu de pouvoir dans lequel tu perds toujours parce que tu n'as pas appris à te soutenir de l'intérieur. Mais quand tu décides que ta paix ne dépend de personne, que ta valeur n'est pas entre les mains d'autrui, alors personne ne peut te contrôler. Tu deviens inébranlable parce qu'il n'y a plus de chaîne avec laquelle on peut te retenir. Pratiquer cette protection ne signifie pas te fermer ou te méfier de tous. Cela signifie avoir une clarté sur où est ton centre. Si ta liberté dépend de ce qu'ils disent, tu seras toujours un prisonnier des voix externes. Mais si ta liberté dépend de ton but, de ta discipline et de ta conscience, alors tu seras intouchable. Cette fermeté est celle qui construit le respect, car celui qui reste fidèle à lui-même inspire même ceux qui ont essayé de le soumettre. Protéger ta liberté implique également de mettre des limites claires. Tout ne mérite pas ton attention, tout ne mérite pas ton énergie, tout ne mérite pas ta réaction. Souvent, le piège est de dépenser des forces à te défendre contre des critiques qui ne valent rien, ou à essayer de convaincre ceux qui ont déjà décidé de ne pas te comprendre. Un stoïcien sait que la liberté se préserve en choisissant où concentrer son esprit et à qui ouvrir la porte de son âme. Et dans ce choix se trouve la différence entre une vie gouvernée de l'extérieur et une vie gouvernée de l'intérieur. La liberté intérieure est ton plus grand trésor. C'est l'espace à partir duquel tu peux vivre avec dignité, aimer sans chaîne, décider avec clarté et résister à n'importe quelle tempête. Si tu la donnes, tu perds tout le reste. Si tu la protèges, rien d'extérieur ne peut te briser. Et le jour où tu comprends cela, le jour où tu décides de ne pas mettre ta paix entre les mains de personne, ce jour-là, tu deviens vraiment libre. 5. Arrête de traîner un passé qui n'existe plus. Marcher avec le passé sur le dos, c'est comme essayer de courir avec un sac à dos plein de pierres. Tu peux avancer de quelques pas, mais tôt ou tard, le poids te courbera le dos. Chaque souvenir non résolu, chaque erreur que tu n'acceptes pas, chaque trahison que tu ne pardonnes pas, devient un rocher que tu portes inutilement. Le problème n'est pas ce qui s'est passé, mais ta décision de continuer à le porter comme s'il existait encore. Et la vérité est que ce passé est déjà mort. La seule chose qui survit est l'histoire que tu refuses de lâcher. L'attachement au passé est une des chaînes les plus courantes. Il te fait répéter mentalement des scènes, des dialogues, des décisions, cherchant une fin différente qui n'arrivera jamais. Le temps ne recule pas, mais ton esprit peut t'enfermer dans un cycle infini de souvenirs. Et plus tu le répètes, plus tu t'éloignes de ta liberté. Parce que le passé n'est pas un lieu où vivre, c'est juste un maître qui t'a donné des leçons que tu dois accepter et laisser derrière toi. Les stoïciens le savaient et le répétaient clairement, la seule chose que nous possédons est le présent. Marc Aurèle disait que la vie est cet instant, ni le futur qui n'est pas encore arrivé, ni le passé qui est déjà parti. S'accrocher à ce qui n'existe plus, c'est gaspiller la seule vraie richesse que tu as, le présent. Et pourtant, beaucoup de personnes restent coincées dans la culpabilité pour des erreurs anciennes, dans le ressentiment pour des blessures anciennes, dans la nostalgie de moments qui ne reviendront jamais. Ils vivent comme des fantômes dans une vie qui n'existe plus. Arrêter de traîner le passé ne signifie pas oublier ou nier. Cela signifie l'accepter comme une partie de ton histoire, reconnaître que ce qui a été a déjà rempli sa fonction, et que ta seule tâche est d'apprendre ce qu'il enseigne. Chaque échec est une leçon qui t'a montré une limite. Chaque trahison est un avertissement qui t'a appris à mieux choisir. Chaque erreur est un rappel que tu étais en train d'apprendre. S'accrocher à eux ne change rien, mais les lâcher te libère. Le passé devient un ennemi quand tu l'utilises pour justifier ton immobilisme. Je ne peux pas parce que j'ai échoué avant. Je n'avance pas parce qu'on m'a blessé. Je ne fais pas confiance parce qu'on m'a trahi. Ces phrases ne sont pas des vérités, ce sont des excuses déguisées en blessures.
Tant que tu continues à les répéter, tu restes prisonnier de ce qui n'existe plus. Le stoïcisme invite à reconnaître que la blessure ne se guérit pas par des lamentations, mais par l'action dans le présent. Et cette action commence par la décision de ne plus traîner ce qui est déjà terminé. Une pratique utile est d'observer ton dialogue interne et de détecter quand tu parles depuis le passé. Chaque fois que tu utilises le « j'aurais dû » ou le « si cela ne m'était pas arrivé », attrape-le et change-le par une question pratique. Que puis-je faire aujourd'hui avec ce que j'ai appris de cela? Ce changement est petit, mais puissant. Il te sort de la nostalgie et te place sur le terrain de l'action. Le passé devient alors du carburant, pas un fardeau. Arrêter de traîner un passé mort est aussi un acte de respect envers toi-même. Parce que ta vie ne mérite pas d'être définie par ce que tu as perdu, mais par ce que tu es capable de construire maintenant. Et chaque jour où tu choisis de lâcher un souvenir, chaque jour où tu renonces à revivre de vieilles scènes, tu récupères un peu de liberté. Le passé n'existe plus. Il n'existe que ta décision de continuer à le porter ou de le laisser tomber. Et le jour où tu le lâches, tu découvres que tu as toujours été plus fort que tu ne le pensais. 6. Accepte la réalité et arrête de perdre de l'énergie sur ce qui est immuable. Se battre contre la pluie ne l'arrête pas. Maudire la mer ne calme pas ses vagues. Nier la nuit ne fait pas lever le jour plus vite. Pourtant, beaucoup de personnes gaspillent leur vie à lutter contre l'inévitable. Elles se consument en essayant de changer ce qui est déjà hors de leur contrôle. Dépensent de l'énergie en plaintes, en reproches, en résistance inutile. Cette guerre contre l'immuable est non seulement absurde, mais aussi épuisante, parce qu'à la fin, la réalité gagne toujours, et plus tu résistes, plus tu accumules de souffrances. Accepter la réalité n'est pas se résigner, c'est reconnaître clairement ce qui est sous ton contrôle et ce qui ne l'est pas. C'est l'essence du stoïcisme. Épictète l'a expliqué de manière tranchante. Certaines choses dépendent de toi et d'autres non. Si tu insistes à contrôler ce qui n'a jamais été entre tes mains, tu te condamnes à la frustration. Mais si tu concentres ton énergie sur ce que tu peux changer, alors tu trouves force, direction et paix. L'acceptation est le filtre qui sépare l'inutile du précieux, ce qui draine de ce qui construit. Le problème est que beaucoup confondent accepter avec se rendre. Ils croient que accepter signifie supporter des injustices ou se contenter de moins. Mais ce n'est pas le cas. Accepter est un acte de pouvoir, car ce n'est que lorsque tu regardes la réalité telle qu'elle est que tu peux décider comment agir. La nier ne fait que t'enfermer dans des illusions. L'accepter, en revanche, t'ouvre la porte à l'action consciente. La différence est brutale. Celui qui n'accepte pas vit piégé dans des fantasmes. Celui qui accepte vit prêt à transformer ce qui est en son pouvoir. Pense-y en termes pratiques. Une relation a pris fin. Tu peux passer des mois à le nier, à prier pour que tout revienne, à recréer des scènes dans ton esprit comme si elles étaient réelles. C'est une résistance inutile. Ou tu peux accepter que c'est fini, reconnaître ce qu'elle t'a laissé, apprendre de l'expérience et avancer. La première option te détruit. La seconde te renforce. L'acceptation n'élimine pas la douleur, mais la rend transitoire. La résistance, en revanche, la prolonge jusqu'à l'infini. Il en va de même avec la perte, la mort, les revirements inattendus de la vie. Tu peux passer des années à te plaindre de la chance, du destin, de Dieu, ou de qui tu veux blâmer. Mais rien de tout cela ne change le fait que cela s'est produit. La seule chose qui change ton expérience est la décision d'accepter et de rediriger ton énergie. Car l'énergie que tu perds sur l'immuable est celle qui te manque pour créer quelque chose de nouveau. Et c'est là la tragédie, gaspiller de la force sur l'impossible tout en négligeant ce qui est à ta portée. Le stoïcisme invite à pratiquer l'acceptation radicale. Cela ne signifie pas être indifférent, mais choisir la paix plutôt que la plainte. Cela signifie regarder une tempête et au lieu de la maudire, chercher comment protéger ta maison.
Cela signifie perdre quelque chose et au lieu de t'accrocher à ce qui est perdu, te concentrer sur ce que tu peux construire maintenant. Cette habitude se forme jour après jour. Chaque fois qu'un problème se pose, pose-toi une seule question. Cela dépend-il de moi ou non? Si cela dépend de toi, agis avec détermination. Si cela ne dépend pas de toi, laisse-le aller sans culpabilité. C'est la clé pour vivre léger. Accepter la réalité est l'une des formes les plus pures de liberté. Parce que lorsque tu arrêtes de te battre avec l'immuable, tu récupères de l'énergie, de la clarté et de la sérénité. Tu apprends à concentrer ta force sur ce qui transforme vraiment ta vie et tu cesses d'être l'esclave de ce que tu ne pourras jamais contrôler. C'est la victoire silencieuse d'un stoïcien, ne pas dépenser une goutte d'énergie dans des batailles perdues. Et lorsque tu y parviens, tu découvres que accepter ne t'affaiblit pas, cela te rend invincible. 7. Choisis ta paix intérieure, même si cela dérange les autres. Il y a un prix que tu devras toujours payer si tu décides de prendre soin de ta paix. L'inconfort de ceux qui étaient habitués à te voir épuisé, complaisant et disponible pour tout. La paix intérieure n'est pas toujours un lieu silencieux et confortable. Souvent, c'est un acte de rébellion. C'est dire non quand tout le monde s'attend à ce que tu dises oui. C'est poser des limites, même si ça fait mal. C'est te retirer des endroits où ton énergie n'est pas respectée. Et bien sûr, cela dérange, parce que celui qui bénéficiait de ton dévouement inconditionnel se sent menacé lorsque tu ne cèdes plus. Mais ce malaise n'est pas ton fardeau. C'est la preuve que tu choisis ta liberté. La paix intérieure est le territoire où se joue ta véritable force. Tu ne la construis pas dans une retraite isolée, ni dans un instant de calme artificiel. Tu la construis au milieu du bruit, des exigences, des pressions externes. C'est dans ces moments que tu décides, est-ce que je livre ma sérénité à l'attente des autres, ou est-ce que je la protège, même si cela dérange? C'est le dilemme de la vie réelle. Et les stoïciens enseignaient que choisir la paix, c'est choisir de se gouverner soi-même. Parce que celui qui se laisse emporter par les demandes de tous ne vit pas, il survit seulement. Beaucoup de personnes perdent la paix parce qu'elles ne savent pas supporter le jugement des autres. Elles sont obsédées par l'idée d'être approuvées, de ne pas décevoir, de bien paraître à chaque occasion. Et ainsi, elles hypothèquent leur tranquillité, la remettant entre les mains de quiconque a une opinion. L'ironie est que cette quête désespérée d'acceptation ne se termine jamais, car il y aura toujours quelqu'un d'insatisfait. La vérité est simple, si ta paix dépend du fait que tout le monde soit satisfait, tu n'auras jamais la paix. Le stoïcisme propose une autre voie, apprendre à déranger. Pas de manière destructive ou arrogante, mais avec la fermeté de celui qui sait que sa tranquillité n'est pas négociable. Lorsque tu choisis ta paix, il y aura inévitablement ceux qui te traiteront d'égoïste, de distant ou de froid. Mais ces étiquettes ne définissent pas la réalité. Elles reflètent seulement la frustration de ceux qui ne peuvent pas te contrôler. Et accepter ce malaise fait partie du prix à payer pour vivre avec dignité. Pratiquer ce principe au quotidien signifie oser dire non, même lorsque la culpabilité tente de te dominer. Cela signifie prioriser ton repos lorsque tout le monde exige plus de toi. Cela signifie lâcher des conversations vides qui épuisent, même si cela surprend ceux qui te tenaient pris dans la routine. Cela signifie quitter des espaces où tu n'es pas respecté, même si d'autres ne le comprennent pas. Chaque fois que tu choisis ta paix, tu renforces l'idée que ta vie n'est pas à vendre. Celui qui protège sa paix inspire aussi le respect. Cela peut déranger au début, mais tôt ou tard, les autres reconnaissent la force de quelqu'un qui reste ferme. Et le plus important, ton intérieur devient un terrain solide, où personne d'autre ne décide. Cette paix devient ton refuge, ta force secrète, le lieu d'où tu peux affronter n'importe quelle tempête. Il ne s'agit pas de vivre isolé ou de couper des liens par caprice. Il s'agit de comprendre que si tu sacrifies ta paix pour soutenir tout ce que les autres attendent, tu te perds toi-même. Et te perdre est le pire prix que tu peux payer. Choisir ta paix, même si cela dérange, c'est te rappeler chaque jour que ta vie t'appartient et que ton calme ne peut pas dépendre du caprice des autres.
Au final, ta paix intérieure n'a pas besoin d'être expliquée ni justifiée. Elle a juste besoin d'être protégée avec la même fermeté avec laquelle tu protèges ce qui est le plus précieux. Et lorsque tu décides de le faire, même si cela génère de l'inconfort, tu découvres qu'il n'y a pas de liberté plus grande que celle-là. 8. Transforme chaque coup en l'élan qui te rend invincible. Frapper le fer ne le détruit pas, il le transforme en acier. Le feu n'annihile pas l'or, il le purifie. De même, la vie teste ton esprit. Chaque coup est une invitation à te forger ou à te briser. La différence réside dans ce que tu choisis de faire de l'impact. Il y a ceux qui se noient dans la plainte, incapables de se lever. Et il y a ceux qui décident de transformer la douleur en force, la perte en clarté et la chute en le début de quelque chose de plus grand. Le coup en lui-même ne définit pas ton destin, c'est ta réponse qui le définit. L'attachement émotionnel naît en grande partie de cette peur des coups. Peur du rejet, peur de la solitude, peur de perdre ce que tu aimes. Et par cette peur, tu préfères rester attaché à ce que tu connais, même si cela te fait mal, parce que tu crois que cela t'évitera de souffrir. Mais la vérité est que la souffrance arrive de toute façon. La différence réside dans le fait que tu choisis que cette douleur te rende esclave ou guerrier. Les stoïciens enseignaient que l'adversité est un terrain d'entraînement. Marc Aurèle l'écrivait sans détour. L'obstacle à l'action devient l'action. Ce qui se met en travers du chemin devient le chemin. Chaque obstacle est la leçon dont tu as besoin. L'erreur la plus courante est de croire que les coups sont des étiquettes permanentes. Tu as été trahi et tu décides de t'appeler la victime. Tu as échoué et tu décides de t'appeler l'inutile. Tu as été rejeté et tu décides de t'appeler le non-méritant. C'est le piège de la douleur. Te faire croire que tu es ce que tu as souffert, mais le coup n'est pas ton identité, c'est juste un fait. L'histoire que tu construis après lui est ce qui définit qui tu es. Si tu choisis d'apprendre, de grandir et de te lever, alors ce coup devient le moteur qui te rend plus fort. La souffrance ne réside pas dans le fait, mais dans l'interprétation. Une chute peut être la fin ou peut être le début d'un nouveau chemin. Une perte peut te plonger dans la nostalgie ou t'enseigner à apprécier ce que tu as encore. Une déception peut t'enfermer dans le ressentiment ou te guider à choisir avec plus de sagesse. Tu décides si le coup est un mur ou un tremplin. Cette décision est la tienne, toujours. Transformer les coups en élan exige de la discipline et du courage. Il ne s'agit pas de nier ce qui fait mal, mais de ne pas permettre que cette douleur te consume. Cela signifie te donner la permission de ressentir, mais pas de rester coincé. Cela signifie te lever fermement, même si le corps tremble et l'âme saigne. Chaque fois que tu choisis de le faire, tu renforces la certitude qu'aucun coup n'a le pouvoir de te briser. La pratique stoïcienne transforme l'adversité en maître. Si la vie te frappe, remercie le rappel que tu as encore la force de résister. Si quelque chose se brise, reconnais que là est l'opportunité de reconstruire avec plus de clarté. Si tu tombes, comprends que le sol n'est pas une condamnation. C'est un terrain solide pour te relever. Chaque coup est une leçon déguisée. Chaque blessure, un appel à grandir. Lorsque tu réussis à vivre ainsi, la vie ne peut plus te détruire. Tu découvres que tu n'es pas fragile comme le verre, mais résistant comme l'acier. Chaque impact que d'autres ont cru serait ta fin devient l'élan qui te rend invincible. Et ce jour-là, tu comprends que la victoire n'est pas miroir brisé. C'est ainsi que tu vis lorsque tu n'as pas le contrôle de ta vie. Tu regardes les morceaux dispersés et chaque reflet te renvoie une version différente de toi-même. L'un dominé par la colère, l'autre esclave de l'opinion d'autrui, un autre piégé par ce qu'il ne peut pas lâcher. Et là, au milieu de ces fragments, tu te rends compte que la seule chose que tu ne vois pas clairement, c'est toi-même. Reprendre le contrôle ne consiste pas à collectionner de jolies phrases ni à feindre le calme. Il s'agit d'arracher avec tes mains les chaînes invisibles qui te lient à la réaction automatique, à la peur déguisée en prudence, à l'habitude de porter ceux qui ne veulent pas se sauver. Le stoïcisme n'est pas un ornement intellectuel, c'est un entraînement brutal et quotidien.
Et celui qui ne le comprend pas restera un reflet brisé, attendant que quelqu'un d'autre le reconstruise. Ce que nous allons parcourir ici ne sont pas des théories abstraites, mais des armes pratiques que tu peux utiliser dans ta vie quotidienne. Parce que la véritable force ne se démontre pas en accumulant des objets, en criant plus fort ou en réagissant à tout ce qui te provoque. La véritable force réside dans le silence stratégique, dans la discipline mentale, dans le fait de savoir lâcher ce qui n'ajoute rien et de protéger avec ongles et dents ta paix intérieure. Je ne vais pas adoucir le chemin. Cela exige de la discipline, du courage et que tu te confrontes une fois pour toutes à ce que tu es et à ce que tu as permis d'être. Chaque leçon que tu entendras est un coup direct à l'ego, un rappel que l'ennemi n'est pas à l'extérieur, mais dans ta façon de répondre au chaos. Reste jusqu'à la fin. Parce que si tu réussis à traverser ce parcours, tu ressortiras avec plus que des mots. Tu ressortiras avec des raisons stoïciennes pour arrêter de vivre comme une victime et commencer à marcher avec la clarté de celui qui sait que le contrôle ne se demande pas, il se prend. 1. Entraîne ton esprit chaque matin avant de faire face au monde. L'esprit est comme un champ de bataille à l'aube. À peine ouvres-tu les yeux, des armées de pensées, d'inquiétudes et de voix extérieures tentent d'envahir ton territoire. Si tu ne te prépares pas, si tu n'entraînes pas ton esprit avant de sortir, tu finis par rendre les armes sans combattre. Celui qui commence la journée sans direction devient un soldat sans bouclier, facile à emporter par la première émotion, par la première provocation, par le premier problème qui se présente sur son chemin. Le stoïcisme enseigne que la force n'apparaît pas au milieu du chaos, mais qu'elle se cultive à l'avance. Si tu veux résister aux tempêtes de la vie, tu ne peux pas attendre que la première goutte tombe pour construire ton abri. Chaque matin est une occasion de renforcer les murs internes qui te protègent. Et il ne s'agit pas de rituels compliqués, il s'agit de discipline et d'intention. Quand tu entraînes ton esprit au début de la journée, tu établis immédiatement qui commande, toi ou le désordre de la vie. Consacrer quelques minutes au silence, à la réflexion ou à l'écriture n'est pas une perte de temps. C'est un investissement en clarté, parce que lorsque l'esprit est entraîné, tu ne réagis pas comme un animal acculé, tu agis comme un stratège qui a déjà prévu la bataille. Pense à la différence entre quelqu'un qui se réveille et allume immédiatement son téléphone, laissant le monde le bombarder de notifications, de nouvelles et de comparaisons, par rapport à celui qui prend un moment pour organiser son esprit. Le premier donne sa paix avant le petit déjeuner, le second devient le maître de sa propre journée. Entraîner l'esprit n'est pas un luxe, c'est une nécessité si tu ne veux pas vivre comme un esclave des circonstances. Les stoïciens répétaient une pratique simple, au réveil, anticiper les obstacles de la journée. Imagine ce qui peut mal tourner, ce qui peut t'irriter, ce qui peut te tenter de réagir avec faiblesse. En faisant cela, tu ne cherches pas le pessimisme, tu cherches la force. Lorsque l'adversité apparaît, elle ne te surprend plus, parce que ton esprit l'attendait et ton esprit est prêt à y résister. Cet entraînement exige aussi de l'honnêteté. Demande-toi chaque matin, quelles émotions essaie-je de maîtriser aujourd'hui? Quelles pensées dois-je surveiller? Quelles petites actions me rapprochent du contrôle et lesquelles m'éloignent? Ne te trompe pas avec des réponses vagues, sois brutalement clair avec toi-même, car personne d'autre ne peut faire ce travail pour toi. La discipline mentale ne consiste pas à méditer comme un moine isolé du monde. Elle consiste à aiguiser ton caractère pour supporter le bruit, la pression et les épreuves de la journée. Entraîner l'esprit est comme renforcer un muscle. Chaque répétition, chaque pratique constante génère une résistance qui devient ensuite naturelle. Un jour, tu découvres que ce qui t'entraînait auparavant n'a plus de pouvoir sur toi, parce que ton esprit a appris à rester ferme. Si tu veux reprendre le contrôle de ta vie, ne le cherche pas dans de grandes victoires extérieures. Commence à l'aube, lorsque personne ne te regarde, lorsque la première bataille est contre ta propre distraction et ta propre faiblesse. Si tu maîtrises cette bataille, tu seras prêt pour toutes les autres.
L'esprit non entraîné est un ennemi interne. L'esprit entraîné est ton meilleur allié. C'est pourquoi chaque matin, décide. Veux-tu sortir dans le monde désarmé ou préfères-tu porter le bouclier invisible de la discipline stoïcienne? Celui qui choisit d'entraîner son esprit dès le début de la journée ne fait pas seulement face au chaos, il le transcende en le comprenant. 2. Déclare par écrit qui tu décides d'être. Un architecte ne construit pas un bâtiment sans plan. Un navigateur ne prend pas la mer sans carte. Un guerrier n'entre pas en combat sans stratégie. Pourtant, la plupart des gens se réveillent chaque jour sans se déclarer qui ils sont ni quel chemin ils tracent. Ils dérivent, répondant à ce que l'environnement exige, se laissant emporter par des opinions, des émotions et des circonstances qu'ils n'ont jamais choisies. Si tu ne décides pas pour toi-même, quelqu'un d'autre décidera pour toi, et c'est la façon la plus subtile de perdre le contrôle de ta vie. Écrire qui tu décides d'être est comme forger un contrat avec ton esprit. Ce n'est pas une simple phrase motivante qui s'efface à la fin de la journée, c'est un acte d'engagement. Lorsque tu déclares sur papier ton identité choisie, tu donnes à ton esprit une direction claire et à ta volonté un guide qui évite de se disperser au milieu du bruit. Le stoïcisme enseigne que la vie ne se construit pas sur des désirs vagues, mais sur des actions guidées par des principes fermes. Et ces principes doivent être définis avec des mots qui ont un tranchant. Il ne suffit pas de dire « je veux être une meilleure personne », cela n'a pas de force. Écris avec précision « aujourd'hui, je décide d'être discipliné ». Aujourd'hui, je décide d'agir avec calme face à la provocation. Aujourd'hui, je décide de prioriser ma paix sur l'opinion des autres. Le déclarer te donne un point de départ qui soutient tes décisions pendant la journée. Imagine quelqu'un qui ne se définit jamais lui-même, qui ne sait pas quelle valeur le guide ni ce qu'il veut incarner. Il vit comme un acteur secondaire dans sa propre histoire, répétant des rôles que d'autres lui assignent. Maintenant, pense à celui qui écrit chaque matin une déclaration brève de qui il décide d'être. Il ne s'agit pas de remplir des pages interminables ni d'orner le papier de phrases grandiloquentes. Il s'agit d'une pratique brève mais puissante. Une ou deux phrases écrites à la main qui deviennent à la fois une encre et une épée. Encre parce qu'elle te soutient lorsque la journée essaie de t'entraîner, épée parce qu'elle coupe immédiatement toute tentation de trahir ce que tu as décidé d'être. Certains pensent que l'écriture est inutile, qu'il suffit de le penser. Mais l'esprit est traître, il se laisse facilement séduire par le chaos et la distraction. Ce qui est écrit ne se négocie pas aussi facilement, il reste devant toi comme témoin. À la fin de la journée, tu peux regarder ces mots et te demander si tu les as honorés ou trahis. Cet acte révèle aussi quelque chose de profond. Être qui tu décides d'être est une décision quotidienne, pas une déclaration éternelle. Ce n'est pas dire « je suis déjà fort » et s'en contenter, c'est décider aujourd'hui d'être fort et de le répéter demain. Le caractère se construit à travers la répétition constante, la cohérence entre ce que tu écris et ce que tu fais. Chaque jour où tu déclares par écrit ton identité choisie, tu sculptes ton caractère comme un sculpteur qui ne s'arrête pas jusqu'à ce qu'il révèle la figure complète. Si tu veux reprendre le contrôle de ta vie, arrête de vivre avec des identités empruntées et commence à déclarer la tienne avec clarté. Peu importe si tu as échoué hier, peu importe si tu doutes demain, ce qui compte, c'est que tu écrives aujourd'hui qui tu décides d'être et que tu le défendes avec tes actions. Le papier ne ment pas, et quand tu l'utilises comme outil stoïcien, il devient un miroir impitoyable qui te montre si tu vis vraiment comme la personne que tu as dit être. Au final, la question est simple. Vas-tu laisser la journée décider qui tu es ou vas-tu le décider toi-même avant que le soleil ne se lève à l'aube? 3. Respire et reviens au présent chaque fois que ton esprit s'échappe. L'esprit ressemble à un chien agité qui, dès que tu lâches la laisse, court sans but dans des rues inconnues, poursuivant des ombres, des bruits et des fantômes. Si tu n'apprends pas à tenir cette laisse, ta journée entière devient une poursuite épuisante, toujours derrière des pensées que tu ne peux pas atteindre.
C'est la réalité d'un esprit incontrôlé. Il vit entre des souvenirs qui n'existent plus et des préoccupations qui ne se sont pas encore produites, mais jamais dans le présent, qui est le seul terrain où tu peux agir avec clarté. Le présent est la seule réalité, mais l'esprit, capricieux et sauvage, s'obstine à le fuir. Il te traîne vers ce que tu as mal fait, vers ce que tu n'as pas dit, vers ce que tu crains de perdre demain. Et chaque fuite a un coût. Tu perds de l'énergie, tu perds la paix, tu perds l'opportunité de décider avec sagesse. C'est pourquoi les stoïciens enseignaient que l'attention est la ressource la plus précieuse que nous avons. Maîtriser l'attention, c'est maîtriser la vie. Et l'outil le plus simple et puissant pour la ramener est la respiration. Respirer consciemment, c'est comme jeter une ancre au milieu d'une mer agitée. Une respiration profonde, une expiration lente, et tout à coup, tout s'arrête. Non pas parce que le monde a changé, mais parce que tu es revenu à ton centre. La respiration n'est pas un acte mécanique, c'est un rappel que tu es vivant, que cet instant est à toi, et qu'aucun souvenir ni peur ne peut t'arracher à ce qui est maintenant devant toi, à moins que tu ne le permettes. Les stoïciens parlaient d'entraîner l'esprit comme un guerrier entraîne ses réflexes. Tu ne peux pas attendre la bataille pour apprendre à manier l'épée, tu dois t'entraîner tous les jours. De la même manière, tu ne peux pas attendre le chaos pour apprendre à rester présent. Tu dois entraîner ton esprit à revenir encore et encore au présent, jusqu'à ce que cela devienne une habitude aussi naturelle que respirer. Pense-y. Combien de fois par jour ton esprit s'échappe-t-il sans permission? Une conversation te rappelle une blessure du passé, un silence déclenche une peur de l'avenir, un commentaire d'autrui allume 1000 scénarios qui n'existent pas. Et à chaque évasion, tu perds le pouvoir de décider comment agir. La respiration consciente coupe cette chaîne. Dès que tu remarques que ton esprit court, tu t'arrêtes, tu inspires, tu expires, et avec ce geste tu affirmes « Je suis ici, c'est mon moment, c'est ici que je décide ». Il ne s'agit pas de se retirer du monde ou de vivre en isolement. Il s'agit de reprendre les rênes au milieu du bruit, au travail, à la maison, partout où la vie essaie de t'entraîner. Un instant de respiration consciente peut éviter une réaction impulsive, un commentaire destructeur, une décision prise par peur, et bien que cela semble petit, cet instant définit le cours de ta journée. Le contrôle ne réside pas dans la suppression des pensées ou dans la prétention de ne pas ressentir. Le contrôle réside dans le fait de ne pas laisser ses pensées et ses émotions décider pour toi. La respiration devient ton pont de retour au présent, le seul endroit où tu as un véritable pouvoir. Un esprit qui apprend à revenir au présent n'est pas un esprit vide, c'est un esprit armé. Celui qui maîtrise sa respiration devient maître de lui-même. Et celui qui est maître de lui-même, peu importe où il se trouve ou ce qu'il affronte, sera toujours libre. Chaque fois que ton esprit s'échappe, souviens-toi, il suffit d'une respiration pour revenir à ta force inébranlable. 4. Garde un silence stratégique plutôt que de réagir impulsivement. Une étincelle dans la forêt peut sembler inoffensive, mais si tu y ajoutes des branches et du vent, elle se transforme en un incendie capable de tout dévorer. C'est ainsi que fonctionnent tes réactions impulsives. Un mot mal dit, un geste chargé de colère ou une réponse que tu n'as pas pensée peut ruiner une relation, une opportunité ou même la paix que tu as tant coûté à construire. Le silence, en revanche, est comme l'eau qui éteint l'étincelle avant qu'elle ne devienne incontrôlable. Garder un silence stratégique n'est pas se taire par peur, ni non plus résignation. C'est choisir avec froideur ce qui mérite une réponse et ce qui ne le mérite pas. C'est comprendre que toute provocation n'est pas digne de ta voix. Les gens ont tendance à confondre le silence avec la faiblesse, mais en réalité c'est le contraire. Il faut plus de force pour contenir sa langue que pour la laisser aller sans mesure. Le silence est puissant quand tu l'utilises avec intention, pas comme une fuite. Le stoïcisme enseigne que celui qui réagit à tout vit comme un esclave des autres. Si chaque commentaire, critique ou provocation te fait réagir, alors tu n'as pas le contrôle. Ta vie appartient à celui qui appuie sur tes boutons.
Mais quand tu choisis de te taire, quand tu respires et décides de ne pas répondre immédiatement, tu montres que tu es maître de toi. Le silence te transforme en stratège de la bataille, tandis que les autres restent des soldats désordonnés, tirant sans réfléchir. Pense à un guerrier en pleine guerre. Il ne gaspille pas ses flèches à chaque bruit, il attend le moment exact pour lâcher son arc. C'est ainsi que tu devrais utiliser tes mots. Parler seulement quand c'est nécessaire, quand ta voix a du poids, quand ta réponse est plus forte que n'importe quelle impulsion. Celui qui crie au milieu du chaos a tendance à perdre de l'autorité, mais celui qui garde le silence au bon moment inspire le respect, voire intimide, car il transmet une maîtrise que les autres ne comprennent pas. L'impulsion cherche toujours une gratification immédiate, mais elle ne donne presque jamais de bons résultats. Dire la première chose que tu ressens te donne un soulagement momentané, mais te vole la tranquillité par la suite. Le silence stratégique brise ce cycle. C'est l'espace où tu réfléchis, où tu observes l'autre et comprends que souvent il ne mérite pas un mot. Parce que le silence communique aussi, et ce que tu ne dis pas peut peser plus que n'importe quel argument. Garder le silence ne signifie pas accumuler du ressentiment. Cela signifie ne pas réagir comme un animal acculé et à la place, agir comme un penseur qui mesure ses pas. C'est un rappel que tu n'es pas obligé de répondre à tout ce que tu entends. Ton temps, ton énergie et ta paix sont trop précieux pour être gaspillés dans des disputes vaines. Pratiquer le silence stratégique, c'est établir des limites invisibles. C'est dire avec ton calme, jusqu'ici. Parce que le silence est aussi un mur qui protège ton territoire émotionnel, tandis que d'autres attendent ta réaction pour te manipuler ou t'utiliser dans leur jeu. Ta décision de te taire leur montre qu'ils n'ont plus de pouvoir sur toi. La prochaine fois que quelqu'un essaiera de te provoquer, respire, observe et choisis de te taire. Regarde comment l'autre s'agite en ne recevant pas ce qu'il attendait. Cet instant est ta victoire. Parce que ce que tu ne dis pas ne protège pas seulement ta paix, cela révèle aussi ta force. Le silence, lorsqu'il est né de la stratégie, n'est pas vide. C'est la voix de celui qui se respecte assez pour ne pas se gaspiller dans des batailles inutiles. Et à la fin, celui qui sait se taire avec intention finit toujours par en dire plus que les autres. 5. Choisis avec précision qui entre dans ta vie. Ta vie est comme une forteresse. Chaque porte que tu ouvres et chaque personne que tu laisses entrer influence la qualité de ta paix, la force de tes pensées et la direction de ton chemin. Si tu permets à n'importe qui de franchir tes murailles, tu découvriras bientôt que ton refuge devient un champ de bruit, de conflits et de distractions. Choisir qui entre dans ta vie n'est pas un acte d'arrogance, c'est un acte de survie. Les relations que tu entretiens sont comme des graines. Certaines te nourrissent, fleurissent et donnent de l'ombre pendant les jours les plus chauds. D'autres, en revanche, sont des mauvaises herbes qui consomment tes ressources et étouffent ta croissance. Le problème est que beaucoup de gens permettent à ces mauvaises herbes de se propager parce qu'ils confondent la compagnie avec la valeur, parce qu'ils ont peur d'être seuls ou parce qu'ils ne veulent pas sembler égoïstes en posant des limites. Mais le stoïcisme enseigne que la véritable force réside dans le soin de ton terrain intérieur, même si cela implique de fermer fermement des portes. Toutes les personnes ne méritent pas ton temps, ta confiance ou ton énergie. Il y en a qui entrent juste pour user, pour semer le doute, pour te distraire de l'essentiel. Et si tu n'es pas conscient, tu finiras par porter des batailles qui n'ont jamais été les tiennes. Choisir avec précision qui entre dans ta vie signifie comprendre que ta paix n'est pas à vendre et que ton cercle définit la qualité de ta pensée. Imagine un général qui sélectionne son armée. Il ne recrute pas n'importe qui dans la rue. Il choisit soigneusement ceux qui ont de la discipline, de la loyauté et une capacité de résistance. Tu devrais appliquer le même critère à ton cercle proche. Celui qui entre dans ta vie influence ta vision du monde, ta façon de parler, tes décisions quotidiennes. Entoure-toi de ceux qui te poussent vers la clarté, pas de ceux qui t'entraînent dans le bruit. Le stoïcisme insiste sur le fait que nous devons évaluer le caractère des gens, pas les apparences ni les belles paroles.
Observe comment quelqu'un agit quand il n'obtient pas ce qu'il veut. Observe comment il réagit face à l'adversité, comment il traite ceux qui ne peuvent rien lui donner en retour. Ces signaux sont beaucoup plus précieux que n'importe quel discours. La précision dans le choix ne se base pas sur des émotions passagères, mais sur des faits qui révèlent le véritable caractère. Quelqu'un pourrait dire que fermer des portes est froid ou distant. Mais la vérité est que garder tout le monde prêt sans filtre est une forme d'abandon personnel. Cela signifie aussi être conscient que même ceux qui t'accompagnent peuvent arriver avec des leçons, certaines douloureuses, d'autres aimables. Tous ne sont pas destinés à rester, et tous ne devraient pas le faire. Certains arrivent pour te montrer ce que tu as besoin de guérir, d'autres pour te pousser à grandir, et certains simplement pour t'apprendre à lâcher prise. Accepter cette vérité est libérateur, car tu ne t'accroches plus par habitude, tu choisis avec intention. La prochaine fois que quelqu'un essaie d'entrer dans ta vie, demande-toi, cette personne ajoute-t-elle ou soustrait-elle? Apporte-t-elle la paix ou apporte-t-elle le chaos? M'encourage-t-elle ou me retient-elle? Tes réponses seront la clé de cette porte, parce que chaque fois que tu laisses entrer quelqu'un, tu invites une influence qui peut transformer ta vie en bien ou en mal. Et à la fin, la responsabilité de ce choix sera toujours la tienne. Choisis avec précision. Ta vie est ta forteresse, ton cercle est ton armée, et ta paix est ton plus grand trésor. Protège-les avec la même discipline qu'un stoïcien protège son esprit, parce que ce que tu laisses entrer détermine ce qui reste en toi. 6. Défends ton territoire émotionnel avec des limites fermes. Un royaume sans mur est une proie facile pour n'importe quel envahisseur. Peu importe combien d'or il contient, si n'importe qui peut entrer et le piller, tôt ou tard, il sera en ruine. C'est ainsi que fonctionne ta vie émotionnelle lorsque tu ne sais pas poser des limites. Tu permets aux autres de décharger sur toi leurs frustrations, leurs manipulations et leurs exigences. Et peu à peu, ta paix devient un terrain dévasté. Définir des limites fermes n'est pas un luxe, c'est une nécessité pour survivre avec dignité dans un monde qui essaiera toujours de réclamer ton énergie. Le territoire émotionnel est sacré parce que c'est là que réside ton esprit, tes valeurs et ta capacité à maintenir la clarté. Lorsque tu le négliges, les opinions extérieures, les chantages émotionnels et les demandes constantes occupent l'espace qui devrait être réservé à ta croissance. Le stoïcisme enseigne que nous ne pouvons pas contrôler ce que les autres font, mais nous pouvons contrôler ce que nous permettons de nous affecter. Et une grande partie de ce contrôle réside dans la capacité de dire non avec fermeté. Non aux abus déguisés en affection, non aux engagements qui épuisent, non aux personnes qui confondent ta bonté avec une disponibilité infinie. Chaque non que tu dis est un oui à ta paix, à ton énergie et à ta valeur personnelle. Beaucoup craignent de poser des limites parce qu'ils pensent qu'ils seront perçus comme égoïstes ou froids. Mais la vérité est que ne pas les poser est une forme de trahison envers toi-même. Si tu ne protèges pas ton territoire émotionnel, personne d'autre ne le fera. Et chaque fois que tu cèdes là où tu ne voulais pas, chaque fois que tu acceptes ce qui te dérange, tu enseignes au monde que ta vie est ouverte à être utilisée. Le respect ne se demande pas, il s'établit avec la clarté de tes limites. Imagine que quelqu'un entre chez toi et décide de déplacer tes meubles, d'ouvrir ton réfrigérateur et de prendre ce qu'il veut sans demander la permission. Le permettrais-tu? Sûrement pas. Mais combien de fois laisses-tu les autres entrer dans ton monde intérieur et perturber ta paix sans aucun droit? Ton esprit et ton cœur sont ta maison la plus importante, et la défendre est un acte de responsabilité. Une limite ferme ne s'exprime pas toujours avec des mots durs, elle se communique souvent par des actions. Le silence qui ne répond pas aux provocations, la distance que tu prends d'une relation nuisible, le temps que tu réserves pour toi-même, même si d'autres l'appellent caprice. Ce sont des gestes qui disent clairement « c'est mon espace et je ne vais pas permettre que tu l'envahisses ». Les stoïciens parlaient de la tempérance comme vertu, et une partie de cette tempérance est de ne pas permettre aux autres de t'entraîner dans leur chaos.
Lorsque tu as des limites fermes, tu choisis où et comment utiliser ton énergie. Tu deviens sélectif avec tes batailles, prudent avec tes mots et protecteur de ton centre. Tu n'as pas besoin de justifier chaque décision, ni d'expliquer pourquoi tu choisis ta paix. Une véritable limite ne se négocie pas, elle se respecte. Défendre ton territoire émotionnel, c'est comprendre que ton bien-être est le terrain sur lequel tout le reste est construit. Si ce terrain est envahi, rien ne fleurit. Mais si tu le protèges, ton esprit se renforce, tes émotions se stabilisent et tes décisions deviennent plus claires. Pose des limites, même si ta voix tremble, même si d'autres sont mal à l'aise. Parce qu'à la fin, celui qui ne défend pas son territoire émotionnel finit par vivre selon les règles des autres. Et personne qui cherche à reprendre le contrôle de sa vie ne peut se le permettre. 7. Brisez immédiatement les habitudes et les pensées qui vous sabotent. Un bateau peut être imposant, avec des voiles solides et du bois résistant, mais il suffit d'une petite fuite dans la coque pour le couler lentement sans que le capitaine ne s'en rende compte. C'est ainsi que fonctionnent les habitudes et les pensées qui vous sabotent. Elles ne se présentent pas comme des ennemis déclarés, mais comme des fissures silencieuses qui drainent votre force jour après jour. Et si vous ne les fermez pas à temps, aussi fort que vous vouliez avancer, vous finirez par couler sur place, vous demandant pourquoi vous ne parvenez jamais à avancer. Le sabotage interne n'apparaît pas soudainement, il se déguise en routine. Cette pensée qui vous répète que vous n'êtes pas assez bon, cette habitude de procrastiner ce qui est important, cette voix qui justifie toujours votre manque d'action. Au début, ils semblent être de petits détails, mais ensemble, ils construisent une prison invisible. Le stoïcisme enseigne que l'ennemi le plus dangereux n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur, dans les idées que vous acceptez sans les remettre en question et dans les habitudes que vous répétez même si vous savez qu'elles vous détruisent. Rompre avec eux n'est pas un acte doux, c'est une coupure radicale. Vous ne pouvez pas négocier avec ce qui vous sabote, car plus vous lui donnez de temps, plus il s'installe profondément. Si vous savez que quelque chose vous affaiblit, éliminez-le à la racine. Si vous identifiez une pensée qui vous entraîne constamment dans la culpabilité ou la peur, arrêtez-la à l'instant où elle apparaît. Ne la nourrissez pas avec des arguments, ne la déguisez pas avec des excuses. L'action immédiate est le seul moyen de désarmer ce qui vous sabote. Imaginez un guerrier qui découvre un espion dans son camp. Il ne l'invite pas à rester pour l'observer un peu plus, il ne le tolère pas en espérant qu'il change. Il l'expulse immédiatement parce qu'il comprend le risque de permettre sa présence. Vous devriez traiter de la même manière ses habitudes et ses pensées. Le sabotage ne se étudie pas, il se coupe. Le temps que vous perdez à justifier ce qui vous fait du mal est le temps que vous pourriez utiliser pour construire ce qui vous renforce. Beaucoup tombent dans le piège d'attendre le moment parfait pour changer. Ils pensent qu'ils pourront abandonner une habitude nuisible quand ils seront prêts ou qu'ils pourront faire taire les voix internes négatives quand ils se sentiront forts. Mais la vérité est qu'il n'y aura jamais un moment confortable pour le faire. Le véritable changement naît toujours dans l'inconfort. Et si vous le reportez, vous ne faites que renforcer la chaîne. Le stoïcisme insiste sur le fait que l'action est le remède à l'autosabotage. Ne pensez pas trop, agissez. Rompre une habitude qui vous détruit signifie également la remplacer par une qui vous construit. Il ne suffit pas d'éliminer, vous devez occuper cet espace avec quelque chose qui vous renforce. Si vous laissez un vide, l'ancien modèle reviendra avec plus de force. Chaque fois que vous éliminez une pensée qui vous coule, remplacez-la par une affirmation de pouvoir. Chaque fois que vous coupez une habitude inutile, installez-en une qui vous rapproche de votre objectif. C'est ainsi que vous transformez votre vie de manière solide. L'autosabotage se nourrit du silence, du temps que vous lui accordez, du doute que vous ne confrontez pas. C'est pourquoi la seule stratégie efficace est l'action immédiate et consciente. Demandez-vous avec sévérité, qu'est-ce que je permets de me saboter aujourd'hui ? Identifiez-le et coupez-le sans hésitation. Parce que si vous ne le faites pas, personne d'autre ne le fera. Votre vie ne se perd pas à cause d'une grande erreur.
Elle se perd à cause de petites habitudes et pensées qui vous volent chaque jour sans que vous vous en rendiez compte. Rompre avec eux est un acte de courage qui vous redonne le contrôle. Et lorsque vous décidez de ne plus tolérer ce qui vous détruit, vous commencez à construire un terrain fertile où rien ne peut vous couler. Celui qui brise ses chaînes internes devient quelqu'un que personne ne peut arrêter. 8. Ose même si tout tremble. Un pont suspendu ne démontre pas sa force lorsqu'il est immobile, mais lorsque le vent le secoue violemment. Chaque grincement semble annoncer qu'il va se briser, mais c'est précisément dans ce tremblement qu'il révèle sa résistance. C'est ainsi que fonctionne le courage. Il ne se ressent pas comme une sécurité absolue, mais comme une fragilité qui avance malgré la peur. Croire qu'être courageux signifie ne pas ressentir de peur est une tromperie. Le véritable courage est de marcher lorsque les jambes tremblent, de parler lorsque la voix se brise et de faire le pas même si le sol semble instable. Le stoïcisme enseigne que tu ne peux pas attendre que tout soit parfait pour agir, car ce jour n'arrivera jamais. La peur sera toujours présente, déguisée en excuses, en prudence excessive ou en cette voix qui murmure que tu n'es pas encore prêt. Mais chaque minute que tu attends le moment parfait est une minute que tu offres à l'inertie. Le courage ne se construit pas dans le confort, il se forge dans l'inconfort, dans la décision d'avancer, même si tu n'as pas toutes les certitudes en main. Ose même si ton cœur tremble, car chaque acte de courage ouvre un chemin qui n'existait pas auparavant. Il ne s'agit pas de te jeter dans le vide sans réfléchir, mais de comprendre qu'il n'y aura jamais absence de risque. Si tu veux grandir, tu dois accepter que tu trembleras. Ce tremblement est le signe que tu sors de la zone où tu as toujours été prisonnier. Celui qui cherche la certitude avant d'agir finit par vivre dans une cellule décorée d'illusions de sécurité. La peur exagère les scénarios, peint des échecs catastrophiques et projette des douleurs qui n'existent pas encore. Mais 90% de ces visions ne se réalisent jamais. Ce qui se réalise, c'est le coup de rester immobile. La frustration, le regret, le sentiment d'être vivant sans avoir vraiment vécu. Oser, c'est risquer le confort pour conquérir un but, et c'est un pari qui vaut toujours plus que la sécurité stérile de ce qui est connu. Imagine quelqu'un qui veut traverser une rivière, mais qui reste éternellement sur la rive en attendant que l'eau cesse de bouger. Cette attente est inutile, car la rivière sera toujours en mouvement. La vie est la même, il y aura toujours de l'incertitude, toujours du risque. Le pont dont tu as besoin se construit pendant que tu marches, pas avant. Si tu ne fais pas le premier pas, tu ne verras jamais comment tes propres actions forment le chemin. Les stoïciens comprenaient que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la maîtrise de celle-ci. Marc Aurèle disait que la difficulté est la matière première de la grandeur. Chaque fois que tu affrontes ce qui te secoue, ton caractère se renforce. Chaque action que tu entreprends malgré la peur devient une brique de plus dans la construction d'un esprit inébranlable. Ose même si tout tremble, car le tremblement est la preuve que tu es au seuil de ta croissance. N'attends pas de te sentir en sécurité, agis et la sécurité viendra en conséquence. C'est la paradoxe du courage. La confiance ne précède pas l'acte, elle se construit après avoir fait le pas. Et plus tu pratiques le courage, plus la peur qui semblait auparavant un géant deviendra petite. Choisis de trembler et d'avancer malgré tout, parce que celui qui ose au milieu du tremblement découvre que la peur n'était pas un mur, mais une porte déguisée. Une porte qui ne s'ouvre que lorsque tu la pousses avec détermination. Ose même si tout tremble, car dans cet acte de courage se cache la liberté que tu as toujours cherchée. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes